Salut à tous, bienvenue dans Maman j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika, et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène ? Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe. Cette semaine, Marika, tu es retournée à l'école et en plus un samedi matin. Mais genre tout va bien dans ta vie ? Enfin, t'es malade ou... Bah écoute, que veux-tu Hélène, je prends ce podcast très au sérieux. Alors oui, le 30 novembre dernier était organisé par plusieurs associations une matinée Noël zéro déchet dans une école primaire du 10e arrondissement de Paris. Alors il y avait Surfrider, dont on a déjà parlé dans un épisode, qui lutte contre la pollution des océans, et il y avait aussi l'association PicPic, dont le but est de nous éduquer à devenir plus responsables. Je suis donc venue voir tout ce beau monde. Allez, cette année, je me motive, j'essaye de faire un Noël plus écologique. Parce que entre le sapin, les décorations, les paquets cadeaux, à la fin, ça fait beaucoup de déchets. Puis on ne sait jamais, si le Père Noël écoute ce reportage, ça peut peut-être lui donner des idées. Ma première leçon de la journée était avec Oxane, qui m'apprend à faire un emballage cadeau zéro déchet. Oxane, elle est animatrice pour le SICTOM, l'agence qui s'occupe des déchets à Paris et dans les villes aux alentours. On appelle ça le furoshiki. Donc en gros, on prend un bout de tissu carré. Alors ça peut être de très beaux tissus ou alors ça peut être de la récupération. Là, comme on est dans le zéro déchet, on fait de la récupération. Ça peut être un bout de rideau, une tête d'oreiller, une ancienne housse de couette. On le coupe du coup en carré. La taille, elle varie en fonction du cadeau qu'on veut offrir. Et après, on va faire des nœuds en fait. Et ça va tenir tout seul autour du cadeau et c'est super rigolo à faire. C'est assez simple. Et ça, avec des jolis tissus, ça donne tout de suite beaucoup plus de vie à un cadeau et comme ça on évite de jeter du papier à la poubelle une fois qu'on a ouvert le cadeau. On peut reprendre le tissu ou l'offrir en même temps que le cadeau à la personne à qui on a offert le cadeau. Deuxième stand, j'apprends à faire des décorations pour mon sapin avec tout ce qui me tombe sous la main. Des rubans, des bouchons en plastique. Bon, en vrai, j'ai plutôt regardé comment faisait Isra. On fait une pyramide. Moi, je suis avec des bouchons de... Bouteilles ? Des bouchons de bouteilles en bois. Et tu vas faire quoi avec ta pyramide ? Après, je vais offrir à ma mère ou à mon père ou je vais décorer chez nous. Voilà, t'as déjà un sapin à la maison ? Non, pas encore. Mais ça approche. Ça va faire un mini sapin mais en bois. Je crois que c'est pour arrêter la pollution, pour qu'il n'y ait plus de déchets parce que là il y a beaucoup de pollution en ce moment dans les pays, dans les villes et il faudrait que ça s'arrête comme ça. On n'a plus de danger pour les animaux, pour la nature, les arbres. Ensuite, je cherchais où mettre ma nouvelle décoration et je suis tombée sur un sapin fait en bois. Et juste à côté, il y avait Jean-Claude, qui est membre d'un collectif zéro déchet dans le 10e arrondissement de Paris. Le sapin, c'est vous aussi qui l'avez fait ? On l'a fabriqué. D'accord. On l'a fabriqué à partir d'une palette. Une seule ? Oui. Une palette suffit à faire un sapin ? Oui, totalement. Il suffit de bien suivre les instructions, d'avoir juste le temps pour bien préparer les découpes. Et nous, on a été sur un espace qui est dédié aussi au bricolage pour les Parisiens. Dans le deuxième, c'est l'atelier en ville, donc ça permet d'avoir un espace dédié et d'avoir du matériel de professionnel et avec les conseils de pro. Donc ça va beaucoup plus vite et ça marche vachement bien. Il y a si jamais les gens habitent pas à Paris ou n'ont pas le temps, il y a des tutos en ligne pour... Oui, il y en a beaucoup. Et il y a avec palette, il y a avec bois de récup. Ça va du très simple au plus compliqué, mais après faut aussi se donner la possibilité de partir. Ça, on est parti sans tuto là. Donc on est parti, on s'est dit c'est quoi un sapin ? Pour nous le sapin c'était la forme du triangle mais après ça peut être aussi en bouteille plastique, ça peut être en récup ou moins récup après. L'idée c'est le durable. Visiblement, l'objectif, c'est aussi de s'amuser, mais petit rappel de pourquoi un sapin normal, ce n'est pas forcément une bonne idée.
Le sapin, on le retire de son milieu naturel ou alors, ça c'est peut-être la solution la moins pire. Quand on habite dans la nature, on peut aller chercher dans la nature ses besoins. Il ne faut pas que ça soit non plus à trop grande échelle, il faut que ça soit dans le respect de la nature. Donc un petit sapin voilà, près de chez soi, mais quand le sapin il vient d'une production intensive qui parfois ont traversé l'Europe entière, pour une durée de vie de 3 semaines, 1 mois, ça fait mal au cœur de se dire on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau pour qu'à la fin, le sapin il soit remis sur le trottoir et que pour 1 mois seulement, on ait sacrifié un sapin qui a consommé beaucoup de temps et d'énergie. Bon, pour clore ce reportage, j'ai quelque chose à vous dire. On n'est pas des super-héros, donc faire un Noël zéro déchet, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas grave si vous commencez par faire une chose à la fois. Promis, la planète vous dira quand même merci. Bon alors Hélène, est-ce qu'il y a des pratiques qui t'ont inspirée ? Bah écoute, moi il y a le truc du foulard que j'aime bien, le nom japonais dont j'ai déjà oublié le nom. Il y a quelques années déjà que certaines boutiques que je fréquente le pratiquent. Enfin, je pense notamment à la boutique Lush qui fait des cosmétiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils le font. Et voilà, mais je n'ai pas encore sauté le pas. Mais après, c'est vrai que c'est pas compliqué à faire. Enfin, tu peux racheter des foulards, des choses comme ça chez Emmaüs, donc c'est pas mal. Et après, en ce qui concerne le sapin, alors c'est pas très écolo, mais ça fait plusieurs années que j'ai acheté un sapin en plastique et du coup, on le ressort tous les ans. Donc sur le coup, l'achat est pas génial, mais au final, je dépense pas d'argent tous les ans et j'utilise pas de nouvelles matières premières, donc... Bah écoute, moi j'ai recraqué cette année, j'ai acheté un vrai sapin. Ouais, ça a beaucoup plus de charme, hein, je suis d'accord. Ouais, mais bon, je me suis dit, à l'année prochaine, j'essaye le truc des palettes, ça me donne envie. Voilà. Et puis il y a des sapins de Noël aussi, alors bon, qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont livrés en pot. Et ensuite, ils le replantent en fait après Noël. L'entreprise repasse le chercher, ils le replantent. Ah, ça c'est cool! C'est trop bien. Bon, tu me donneras le nom, voilà. Bon, on reste sur le thème de Noël. Toi, Hélène, tu as fait un petit tour au marché de Noël de Nancy. Alors, il paraît que les marchés de Noël de l'Est de la France valent le coup d'œil. Et oui, Marika, j'y suis passée il y a quelques jours. Alors, Nancy, comme je vous le disais dans le dernier épisode, ça se trouve dans le nord-est de la France. Et j'ai flashé sur un étal et bon, j'ai profité pour faire une petite interview. Ah ouais, t'es au taquet, toi. Ah oui, je suis comme ça, toujours prête à œuvrer pour nos jeunes auditeurs. Donc j'ai fait la rencontre de Lucie Guérard qui est souffleur de verre. Alors c'est un métier qui devient très rare puisque seulement 3 écoles aujourd'hui proposent cette formation et en France on compte environ 60 souffleurs de verre. Alors c'est rien du tout hein, puisque on est maintenant 67 millions, c'est ça je crois en France. Oui. Et donc j'ai demandé à Lucie Guérard de me parler un peu plus de son métier. Alors souffleur de verre c'est quoi exactement ? Alors ça veut dire qu'on souffle dans une canne et on fait grossir du verre. On fait des boules de Noël, on fait des lampes à huile. Après on fait pas seulement souffler le verre, on sculpte aussi. Donc on peut faire des petits sapins, des coquelicots, des porte-bagues, des cœurs. Et alors comment ça se passe au niveau des études ? Est-ce que c'est long ? Alors l'apprentissage ça commence par un CAP, donc c'est 2 ans. Ensuite il y a le brevet des métiers d'art, de nouveau 2 ans. Et puis on dit qu'un bon verrier, il faut au minimum 10 ans d'expérience. Donc en fait, on voyage, on va dans différents pays. Pour ma part, j'ai été en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Pour rester dans le thème de Noël, j'ai vu que vous aviez des boules en lien avec une légende, la légende du veilleur. Qu'est-ce que c'est ? Alors la légende du veilleur, c'est une légende écossaise qui dit qu'en accrochant la boule à votre fenêtre, les rayons du soleil sont emprisonnés dans les filaments. Et à la nuit tombée, la lumière emmagasinée rayonne dans la maison et la protège des mauvais esprits. Et qu'est-ce que vous préférez ? Vous avez une de vos créations un peu favorites ? Le veilleur. Le veilleur, c'est vraiment une technique particulière qui demande de la concentration et de l'application vraiment à chaque minute. Moi, j'ai bien aimé la légende du veilleur et j'aimerais bien voir à quoi elles ressemblent, ces boules de Noël. T'en fais pas, Marika, je vais mettre des photos de toutes les réalisations, enfin d'une partie en tout cas de celles que j'ai vues de Lucie sur les réseaux sociaux. Nous sommes, je vous rappelle, présentes sur Facebook, ça vous le savez déjà. Mais également sur Twitter et Instagram. On n'arrête pas le progrès, Marika. Oui, c'est vrai que Instagram, c'est très récent, ça fait même pas une semaine. Exactement, et on espère que vous allez être nombreux à nous suivre, en tout cas à travers le compte de vos parents. Évidemment.
Et si jamais vous voulez voir à quoi ressemblent les créations de Lucie en vrai, eh bien vous pouvez donc passer la voir sur le marché de Nancy. Son compagnon, qui est lui aussi souffleur de verre, tient quant à lui un stand sur le marché de Noël de Montbéliard, et le reste de l'année, eh bien il dispose d'une boutique en ligne. Alors cette semaine, Hélène, nous changeons un peu les règles de l'émission, il n'y aura qu'une seule question. Et oui, comme j'ai pris le temps de vous faire découvrir mon petit coup de cœur, ce métier de souffleur de verre, en plus du reportage Zéro Déchet, eh bien on n'a plus le temps de répondre à 2 questions, et en plus celle à laquelle on va répondre est assez corsée. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 9 ans, je suis en CM1. La Russie est située sur 2 continents, en majorité de l'Asie. Alors pourquoi dit-on que la Russie est en Europe ? Alors pour te répondre, Camille, j'ai contacté Isabelle Facon. Elle est spécialiste de la Russie, notamment sur les sujets militaires. Et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors en gros, c'est un groupe d'experts qui réfléchit sur les questions de sécurité et de défense des pays. Alors bonjour Camille et merci de ta question. On dit surtout que la Russie est européenne et cela va en fait au-delà du seul paramètre géométrique. D'abord, si on prend l'histoire, c'est vrai que la Russie a existé en premier dans l'espace européen et elle a maîtrisé sa façade pacifique beaucoup plus tardivement dans l'histoire de son empire. Ensuite, si on regarde la volonté politique, c'est vrai que depuis Pierre le Grand, ça c'était au XVIIIe siècle. Alors, petit aparté, il a d'abord été tsar de Russie, puis empereur de toutes les Russies. Alors, c'est la même chose, mais il préférait ce nouveau nom parce que ça faisait plus européen. Et ouais. Alors, pour la petite histoire, il marquait les gens par sa taille. Il mesurait plus de 2 mètres, ce monsieur. Pourtant, en plus, les gens, ils étaient plus petits à l'époque, je crois. Ouais. Et également, c'est lui qui a fondé la ville de Saint-Pétersbourg. Depuis Pierre le Grand, ça c'était au XVIIIe siècle, eh bien, la Russie a beaucoup plus interagi avec les puissances européennes pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, c'est les interactions politiques, et le pire, c'est évidemment les guerres, les alliances, les retournements d'alliances. Mais en tout cas, on peut dire que la Russie, dès le XVIIIe siècle, est partie prenante dans le concert des puissances européennes. Après, il y a aussi le volet culturel, et là aussi on voit que la Russie a sans doute plus d'affinité avec l'Europe qu'avec l'Asie. Là aussi c'est un peu à cause, si on peut dire, ou grâce à Pierre le Grand, parce qu'il a voulu introduire en Russie des pratiques, des valeurs, des techniques empruntées à l'Europe, et ça a évidemment renforcé l'identité européenne de la Russie. Et puis Catherine II aussi, Catherine la Grande, dont tu as entendu parler. Alors Catherine II, elle est née en 1729 et morte en 1796. Elle fut impératrice pendant 34 ans. C'est le plus long règne qu'a connu la Russie. Alors, c'était une personnalité qui aimait beaucoup les arts, la littérature, la philosophie, et elle a aussi engagé beaucoup de guerres pour étendre son royaume. Il y a HBO qui fait une mini-série sur elle qui passe en ce moment, mais par contre, désolée, je crois que c'est un peu pour les grands. Et puis Catherine II aussi, Catherine la Grande, dont tu as entendu parler, sans doute, on se souvient des liens qu'elle avait avec des grands philosophes ou des grands artistes européens. Alors si on prend aujourd'hui la Russie, elle vit beaucoup en Europe, dans le sens où la majorité de sa population, je crois que c'est plus de 75%, et aussi sa capitale, sont dans la partie européenne de son territoire. Et alors que du côté est du territoire russe, eh bien là, il y a beaucoup moins de population, c'est sous-peuplé et ça reste sous-industrialisé. Donc là, c'est aussi une façon d'expliquer pourquoi la Russie est européenne. Et si on regarde son commerce, eh bien elle commerce beaucoup plus avec l'Europe qu'avec l'Asie. Et je terminerai en te disant que finalement ta question elle est encore plus importante que tu ne crois sans doute, parce que en fait les Russes eux-mêmes ils se posent tout le temps cette question de savoir s'ils sont européens ou pas, parce que depuis un long moment historique, ils sont attirés par l'Europe et en même temps ils ont l'impression que l'Europe les rejette régulièrement, et la Russie elle-même a toujours le réflexe de se protéger contre des influences européennes, certaines valeurs européennes, le libéralisme, le matérialisme, l'individualisme. Et donc depuis le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, et ce débat existe toujours, eh bien il y a cette question au sein des Russes, est-ce qu'on est européen
européen? Ou est-ce qu'on est asiatique? Ou est-ce qu'on est un continent en soi? Et aujourd'hui, comme la Russie et l'Europe sont un peu fâchées à cause de l'Ukraine et de l'annexion de la Crimée, dont tu as peut-être entendu parler, eh bien, ces dernières années, c'est l'idée que la Russie a en fait une identité particulière qui l'emporte et qu'elle n'est en fait ni européenne ni asiatique. Et on verra si ça évolue plus tard. Alors, la Crimée, Camille, c'est une presqu'île dans le sud de l'Ukraine, qui est toute proche de la Russie. Depuis 2014, cette région est rattachée à la Russie suite à un vote qui a eu lieu sur place. Mais bon, on n'est pas sûr que ce vote se soit déroulé dans de bonnes conditions. Du coup, encore aujourd'hui, beaucoup de pays ne reconnaissent pas la Crimée comme faisant partie de la Russie. La France, par exemple, ne reconnaît pas ce vote. Elle estime que la Russie s'est emparée de ce territoire par la force. Si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse maman-j'ai-raté-l'actu@gmail.com. Il nous faut ta question enregistrée, un portable ça suffit, ton prénom et ton âge. Et quelque chose qu'on n'a jamais précisé, c'est qu'on accepte aussi les questions posées par des classes. Mais oui, on s'est rendu compte qu'on ne l'avait jamais précisé, mais on aimerait bien répondre aussi à des questions de groupe. C'est le même principe, tu demandes à ta maîtresse ou à ton maître d'enregistrer la question. Il faut juste qu'elle précise quelle classe c'est, de quelle ville c'est, de quelle école c'est, et elle nous envoie le tout par mail. Alors Marika, quel est ton conseil culturel cette semaine ? En 2018, le Jardin des Plantes avait fait l'exposition Espèces en voie d'illumination, donc c'était une référence aux espèces d'animaux qui sont en danger et qui sont en train de disparaître. Alors l'exposition elle a tellement bien marché que le Jardin des Plantes a décidé de refaire l'expérience cette année avec un thème plus différent. Et donc jusqu'au 19 janvier prochain, se déroule au Jardin des Plantes l'exposition Océan en voie d'illumination et j'y étais. Ouais, enfin sans moi quoi. Oui, bon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dès la nuit tombée, à partir de 18h, il est possible de voir des sculptures lumineuses géantes réparties dans tout le jardin. Et vu que le thème c'est l'océan, vous allez pouvoir voir pendant tout le parcours de nombreux animaux que l'on peut voir quand il y a de l'eau, donc des tortues marines, des flamants roses, un requin, des méduses. Alors c'est beau, c'est assez réaliste, et je trouve que ça nous plonge dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et j'ai pris des photos, elles seront disponibles sur nos réseaux sociaux, au cas où vous ne pouvez pas vous rendre à Paris. Et du coup, en termes d'infos pratiques, ça coûte combien, tout ça ? Alors, pour les grands, à partir de 13 ans, c'est 15 €. Si tu as entre 3 et 12 ans, c'est 12 €. Il y a aussi des forfaits si tu y vas avec tes deux parents et un frère ou une sœur ou un cousin, enfin, bref, un autre enfant. Et surtout, c'est très important de réserver. C'est mieux si tu réserves à l'avance, puisqu'il se peut que si tu arrives sur place, on te dit il n'y a plus de place pour aujourd'hui. Ah, il y a beaucoup de monde, d'accord. Oui. Bon, et toi, du coup, Hélène, tu vas nous parler cinéma. Et oui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu quand j'étais au collège. Alors bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas un film à regarder tout seul, il vaut mieux que vos parents soient avec vous pour vous expliquer un peu ce qui se passait à cette période-là et tout le contexte. En fait, il s'agit de Joyeux Noël, réalisé par Christian Carion, avec entre autres comme acteur Guillaume Canet. Il est connu, tu vois. Oui, il est connu. L'histoire se passe en décembre 1914, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Marika ? Alors j'ai envie de dire c'est Noël, mais surtout je crois que 1914 c'était la Première Guerre mondiale. Absolument, c'est ça. Et justement, le film se déroule dans les tranchées, c'est-à-dire là où les Français, où les soldats français se cachent. Ce sont en fait des sortes de galeries à ciel ouvert, creusées dans la terre. Alors bon, bien sûr, dans ces tranchées, la vie est terrible, il fait froid, il y a de la gadoue partout. Et à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté, il y a les Allemands. C'est contre eux que les Français se battent, mais c'est le soir de Noël, et on sait qu'il arrive parfois des choses extraordinaires ce soir-là. Eh bien, dans les deux camps, des hommes sortent des tranchées et fraternisent, c'est-à-dire qu'ils deviennent amis. On ne cherche plus à tuer le camp d'en face, les hommes échangent de la nourriture, jouent au foot, et en fait ils se mettent à fêter Noël tous ensemble. Cette histoire, elle est réelle, Marika, ça s'est passé donc en décembre 1914, et voilà, et pendant quelques heures, des soldats ont oublié leur rôle de défenseur le temps d'une soirée. Alors un peu moment de la honte, Hélène, mais je n'ai pas vu ce film, mais je m'empresserai d'aller le voir parce que... Bon, j'aime pas trop les armes, mais ça a pas l'air de trop parler d'armes, là. Il y a des périodes du film où il y en a un peu, mais c'est pas... C'est pas très violent. C'est pas très violent, et c'est surtout pas la majeure partie du temps, quoi. On voit surtout les hommes discuter, échanger avec leurs différences de langue, de culture, d'habitude. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est hyper intéressant. Bon voilà, je vais suivre ton conseil et le regarder alors.
Et pour terminer cette émission, on a une petite surprise. Alors Hélène, vu que c'est un peu grâce à toi même, je vais te laisser annoncer la bonne nouvelle. Alors oui, chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors pour vous remercier, nous avons décidé de lancer un jeu concours sur nos réseaux sociaux. Oh yeah. Alors en jeu, c'est une box la Pochouette qui permet de faire chez soi un atelier pratique. En fait, c'est une box qu'on peut recevoir tous les mois chez soi. Et moi, j'ai un gros kiff, mais alors vraiment, sur la box Mosaïque. Donc voilà, on va mettre toutes les infos sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pourrez jouer sur les réseaux sociaux et le gagnant sera annoncé le 25 décembre. Ah ouais, une bonne manière de poursuivre Noël, quoi. Exactement. Alors, bonne chance à tous. Et puis nous, on va la tester aussi. Ouais. Lors du prochain épisode, qui sera d'ailleurs diffusé le 25 décembre. Le 25, c'est ça. Et oui, pas de vacances de Noël pour nous. On a décidé de vous offrir un petit épisode de Noël en plus. Bon bah du coup, on se dit à dans 2 semaines.